Bonjour. Bien, notre table ronde est maintenant constituée. Comme vous savez, comme il vient d'être rappelé par la présidente, elle a pour thème l'analyse financière. Alors, à vrai dire, ce thème de l'analyse financière peut apparaître quelque peu insolite. Et on peut se demander en quoi l'analyse financière concerne la commission des sanctions de l'AMF, en quoi elle est susceptible de donner lieu à sanctions de violation du règlement général ou de textes européens en vigueur. Pourtant, en regardant la jurisprudence de la Commission, on constate que pas moins de 7 décisions ont été rendues par la Commission, au moins en partie, sur des griefs retenant l'analyse financière au travers de ses auteurs, de ses utilisateurs ou des émetteurs comme source de telles violations. Et même si la première de ces décisions, qui est l'affaire Swiatek du 10 décembre 2009, est relativement lointaine maintenant, les 6 autres ont été rendues au cours de ces 4 dernières années seulement. Je veux parler de l'affaire Forcia, le 22 décembre 2014, l'affaire Air France-KLM, le 3 mars 2015, l'affaire FRAF, le 29 mai 2017, décision qui, je le précise, fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'État, contrairement à toutes les autres décisions qui sont aujourd'hui devenues définitives. L'affaire Micropole, le 2 novembre 2017, l'affaire Kepler-Chevreux, le 14 décembre 2017, et enfin l'affaire IG Markets, le 25 juin 2018. Voilà donc bien un thème d'actualité particulièrement pertinent pour notre colloque, CQFD. L'examen de ces décisions permet de dégager pour nos discussions 3 sujets structurants qui sont les suivants. En premier, la relation et la communication entre les émetteurs et les analystes financiers. En deuxième, l'éventuel caractère privilégié de l'information produite par ces analystes. Et en troisième lieu, les obligations professionnelles des analystes financiers. Par ailleurs, mis à part l'article 223-10-1 du règlement général de l'AMF sur lequel nous reviendrons plus tard, l'analyse financière est encadrée par 2 corps de règles. D'abord, les dispositions issues du règlement européen MAR, et ensuite, les dispositions issues des directives MIF, puis MIF 2. Ces dispositions fixent un certain nombre de règles à travers respectivement la prévention des abus de marché et les obligations en matière de prestation de services financiers de recherche en investissement et analyse financière. Alors maintenant, il reste à savoir si les définitions de l'analyse financière, telles que données par ces 2 textes, MAR, MIF puis MIF 2, sont bien les mêmes, si l'analyse financière a un périmètre bien défini et en quoi elle diffère de la recherche, du conseil en investissement, etc. Et donc c'est pour un rapide état des lieux académiques que je vais maintenant donner la parole à France Drumont, qui est bien placée pour ce faire, puisqu'elle est spécialiste du droit des marchés financiers, professeure à l'Université Panthéon-Assas Paris 2 et ancienne membre de la commission des sanctions. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vous m'avez demandé de dresser un très rapide état des lieux du cadre juridique de l'analyse financière, de manière, en effet, à pouvoir un peu savoir de quoi nous parlons. Et lorsqu'on prend cette expression, l'analyse financière, on voit bien que c'est à la fois une activité, l'activité des analystes, et puis aussi un produit, la note d'analyse. Et c'est bien ainsi, finalement, que le législateur aborde le sujet. Les textes MIF, vous l'avez rappelé, encadrent l'activité. Les textes MAR, abus de marché, régissent le produit. Et MIF et MAR sont articulés autour d'une même notion, qui est la notion de recommandation d'investissement. De telle sorte que l'on a l'impression que le dispositif est parfaitement étanche, c'est-à-dire qu'il saisit l'entièreté de la question.
En fait, la dernière directive déléguée de MIF II vient bousculer un peu les choses puisqu'elle braque le projecteur sur une sorte de zone grise, une diversité de services et de matériel de recherche qui, bien qu'étant liés à la recherche, ne relèvent ni des textes MIF, ni vraiment des textes MAR. Mais bon, commençons d'abord par l'activité. L'analyse financière est une activité bien connue, surtout du public de la Commission des sanctions, qui consiste en substance, donc à partir des informations recueillies sur un émetteur, par l'application de certaines méthodes d'évaluation, par projection, estimation, à émettre des recommandations d'investissement qui peuvent être explicites, vendre, acheter, rester neutre, ou implicites, un objectif de cours. En langage MIF, cette activité s'appelle de la recherche en investissement. Et la recherche en investissement est définie comme la production de recommandations d'investissement, mais pas n'importe quelle recommandation d'investissement. Des recommandations destinées au public ou aux canaux de distribution. Autrement dit, des recommandations générales, car si elles sont personnalisées, alors on est dans le conseil en investissement. D'autre part, des recommandations générales intitulées « Recherche en investissement » ou présentées comme une explication objective et indépendante, parce que sinon, nous ne sommes pas dans l'analyse financière, mais nous sommes dans des informations publicitaires ou de la communication promotionnelle. Et depuis 2004, le législateur européen encadre cette activité, il l'a promue au rang de service annexe, de service connexe, ou auxiliaire. Et l'encadrement de cette activité, puisque le législateur européen a tiré les leçons des dérives qui ont pu être constatées aux États-Unis après l'éclatement de la bulle de la nouvelle économie, tout l'encadrement de cette activité est orienté vers la prévention des conflits d'intérêts, avec tout un lot d'obligations professionnelles particulièrement exigeantes, l'érection des murailles de Chine, l'interdiction des transactions personnelles, l'interdiction du cumul d'activités, etc. Donc l'analyse financière, c'est de la recherche en investissement encadrée par les textes MIF aux fins de prévenir les conflits d'intérêts. Mais je l'ai dit aussi, l'analyse financière, c'est un produit, c'est-à-dire c'est une note d'analyse, une recommandation d'investissement. Alors la note d'analyse, il faut généralement être abonné pour la recevoir. La recommandation d'investissement qui en est issue, elle est très souvent relayée par tweet, par Internet, donc par les radios. Mais les textes européens, eux, ne font aucune différence entre la note technique d'analyse et la recommandation d'investissement. Tout ça, c'est la même notion, la recommandation d'investissement. Et là, ce n'est plus la directive MIF qui régit cette matière, c'est le règlement MAR, le règlement abus de marché. Pourquoi ? Parce que cette recommandation est une information qui est susceptible d'être prise en considération par les investisseurs et qu'elle est donc potentiellement un instrument de manipulation du marché. Donc, comme toute information, la recommandation d'investissement ne doit pas induire le public en erreur, mais la difficulté, vous le voyez bien, vient du fait que la recommandation est une information de nature particulière. C'est une opinion. Donc elle est assise sur une prévision et à ce titre, on ne saurait exiger qu'elle soit exacte. Donc le règlement MAR contourne la difficulté. Pour que la recommandation n'induise pas le public en erreur, il exige un mode de présentation de la recommandation très particulier. La recommandation doit être publiée, accompagnée de l'énoncé de tous les éléments, identité, source, méthode, conflit potentiel, qui permettent au destinataire de pouvoir apprécier non pas cette fois-ci l'exactitude de l'opinion, mais la rigueur et l'indépendance de son auteur. Donc l'analyse financière est ainsi saisie, vous le voyez, si j'ose dire, par les deux bouts, l'activité et le produit. Mais l'étanchéité du dispositif n'est pourtant qu'apparente. Il reste une zone grise. Et cette zone grise, elle est mise en lumière aujourd'hui par un troisième texte, qui est la directive déléguée 2017-593 de MIF II, qui s'intéresse à l'analyse financière, mais sous un prisme différent, qui est celui de son financement. Et on aurait pu penser que pour déterminer ce que sont des frais de recherche, le texte reprendrait les notions de MIF et de MAR. Et il n'en a rien été, car ces notions ne rendent pas compte de la diversité du matériel et des services liés à la recherche. Les idées de trading des vendeurs, les notes d'analyse macroéconomique, l'organisation des réunions avec les émetteurs, ce que l'on appelle le corporate access, que les investisseurs aiment beaucoup, les roadshows, tout ça. On voit bien que
ces éléments, ces services, ces activités ne rentrent pas facilement dans les notions de MIF et de MAR, dans la recherche en investissement ou dans la recommandation d'investissement. Et la directive a donc forgé un nouveau concept, un concept beaucoup plus large, aux frontières mal définies, celui de matériel et services de recherche, en fait, qui recouvre tout ce que l'on appelait avant l'aide à la décision. Donc le paysage est plus complexe qu'il n'y paraît. Recherche en investissement, recommandation d'investissement, matériel et services de recherche. Donc ce sont les concepts qui seront au cœur de nos discussions cet après-midi. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Alors, nous allons maintenant entamer le premier des 3 sujets structurants que j'ai rappelés tout à l'heure. Et il s'agit de la relation et la communication entre les sociétés cotées et les analystes. La Commission des sanctions fonde principalement ses décisions en matière de communication des émetteurs avec les analystes financiers sur l'article, je l'ai dit tout à l'heure, 223-10-1 du règlement général de l'AMF. Je le cite. « Tout émetteur doit assurer en France un accès égal et dans les mêmes délais aux sources et canaux d'information que l'émetteur ou ses conseils mettent spécifiquement à la disposition des analystes financiers, en particulier à l'occasion d'opérations financières. » Pour illustrer ce sujet, on peut prendre, par exemple, un cas, un dossier qui soulève 2 questions liées mais distinctes. D'une part, l'égalité d'accès à l'information et d'autre part, ce qu'on appelle le pilotage, entre guillemets, du consensus. Il s'agit de la décision du 22 décembre 2014, Forcia. Alors, on va aborder d'abord le premier point, c'est-à-dire l'égalité d'accès à l'information. Pour ce faire, je vais passer la parole aux différents intervenants. J'enlève ma montre parce qu'il va falloir, malheureusement, assurer un respect très rigoureux du minutage qui a été imparti à cette table ronde. Et je vais donc demander aux intervenants de bien vouloir respecter strictement ce temps de parole. On va commencer par les échanges entre le représentant des analystes financiers et l'émetteur. Et donc, d'une part, le point de vue des émetteurs et d'autre part, le point de vue des analystes. Pour le point de vue des émetteurs, c'est Olivier Psaume qui va nous indiquer ce qu'il en pense. En 2 mots, pour vous présenter, vous êtes vous-même ancien analyste. Vous êtes aujourd'hui directeur des relations investisseurs de Sopra Steria et vous présidez actuellement le CLIF, c'est-à-dire l'Association des professionnels de la communication financière. À vous. Merci, Monsieur Field. Ce que je voudrais rappeler en préambule, c'est que les émetteurs, ce n'est pas une population homogène. Il y en a un certain nombre, et puis ils ont des profils extrêmement différents entre les tailles, qui peuvent aller de la très grosse entreprise à des entreprises de taille modeste ou petite. Leur histoire sont également très différentes, leurs cultures sont très différentes, leurs gouvernances peuvent être également très différentes. Donc on a une population qui est assez hétérogène. Donc il faut tenir compte à partir du moment où on entre dans ce sujet d'interaction entre le marché financier et l'émetteur. Ensuite, évidemment, on a en tête, quand on exerce ce métier de communication financière, on a en tête en permanence l'obligation de donner une information financière qui soit précise, qui soit exacte, qui soit sincère, qui soit cohérente et qui soit homogène. Cohérente dans un contexte, homogène, comparable. Et puis on a en tête l'égalité de traitement de nos cibles. Alors ça fait beaucoup de choses à avoir en tête, mais c'est notre cadre de réflexion et d'activité. Les analystes financiers, qui ne sont pas les seules personnes avec qui on interagit, les analystes financiers, on a tendance à les traiter finalement de la même façon que nos autres cibles. Alors, les cibles, elles sont assez diverses. Il y a évidemment les analystes
equity, il peut y avoir les analystes crédit, il y a les investisseurs. Dans les investisseurs, il peut y avoir des investisseurs institutionnels, des investisseurs individuels. Maintenant, on a aussi des banquiers, on a des conseils, on a des clients, des fournisseurs, des salariés. Donc on s'adresse un peu à tout ce public quand on publie de l'information financière. On ne peut évidemment pas les traiter tous exactement de la même façon, puisqu'ils ont des profils très différents, des attentes très différentes et des besoins très différents. Donc on a un cadre général, on a une pratique qui est plutôt de se dire qu'on les traite tous de la même façon. Donc quand on dit tous de la même façon, c'est-à-dire qu'on essaye de diffuser de l'information financière à tout le monde au même moment, sur la même base et sur des supports accessibles à tous. On prend un exemple qui est un cas particulier, mais j'imagine qu'il est assez fréquent. On a l'habitude de publier le matin à 7 h, donc avant l'ouverture du marché, via un communiqué de presse qui est rédigé en français et en anglais. Ce communiqué, il est diffusé par tous les canaux de l'information, de la distribution réglementée, les distributeurs agréés. On arrose aussi toutes nos listes d'investisseurs, d'analystes. Il est évidemment posté sur le site web au même moment. Ensuite, il y a généralement des réunions. Ces réunions ont fait l'objet d'une information quant à sa tenue dans le communiqué de presse, avec le lieu, la possibilité de se connecter. La réunion, en général, elle est webcastée, donc accessible à tout le monde, etc. Donc c'est le principe général. Maintenant, évidemment, on ne peut pas, ou c'est difficile de traiter exactement de la même façon toutes ces populations. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois qu'on a répondu à ce cadre général, on est bien obligé d'avoir quelques supports différents, quelques événements différents, quelques moyens d'interaction différents. Le sujet, il est qu'on est obligé de contextualiser, on est obligé d'expliquer des fois avec plus ou moins de détails. Et ce qui nous force, nous, la difficulté qu'on a, ce qui nous force à se demander à tout moment quelle information essentielle il faut que je diffuse à tout le monde en même temps de façon à ce que le marché soit bien informé. Et j'en termine. C'est la difficulté de l'émetteur en permanence. Et ce sujet de l'égalité de traitement, dans toutes les réunions, dans tous les événements que l'on produit, finalement, on pense à ça. Voilà, qu'on soit avec un investisseur dans un roadshow, qu'on soit dans une réunion d'analystes, on a ce sujet de l'égalité de traitement en permanence, sachant qu'on est dans des contextes qui peuvent être différents. Merci. Je vais maintenant demander le point de vue des analystes financiers à Thierry Giamy. Vous avez, pour vous présenter très brièvement, occupé diverses responsabilités dans la Banque de Finance dans des institutions financières publiques. Et puis, plus récemment, vous êtes intéressé avec Gérard Ramex au financement des PME-ETI par le marché financier, avant de créer une société de conseil en recherche de financement. Et par ailleurs, vous avez récemment, ou assez récemment, pris la présidence de la SFAF, la Société française des analystes financiers. À vous. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Je remercie la Commission des sanctions de traiter du sujet de l'analyse, qui est particulièrement d'actualité en ce moment, pour des raisons sur lesquelles on va revenir. Quelques mots sur la Société française des analystes financiers. C'est une association professionnelle qui n'est pas aussi diverse que les émetteurs, mais qui est composée de personnes salariées et d'entrepreneurs indépendants, de cabinets d'analyse. La déontologie est naturellement au cœur de la pratique de la SFAF. Nous avons un code de déontologie qui est remis à jour régulièrement et la commission déontologie de notre organisation apporte confidentiellement son expertise à nos membres quand ils en expriment la demande. Notre résultat est plutôt flatteur parce que nous
congratulons que nous n'avons assez peu de membres qui soient dans une situation de manquement. Les obligations auxquelles nos adhérents sont soumis sont plus fortes compte tenu des évolutions réglementaires, du contexte économique de plus en plus concurrentiel et de l'environnement en transformation, notamment la question de l'information. Sur l'information réglementée que nous doivent les émetteurs du marché, nous n'avons pas de grief particulier. C'est notre matière première et elle trace pour nous fidèlement l'activité des émetteurs. L'égal accès à cette information est naturellement notre charte et il nous paraît que cet égal accès est garanti dans le marché actuellement. Nous interrogeons sur d'autres choses qui sont ce qu'on peut appeler l'information informelle, avec l'apport d'Internet et la diffusion multicanale, notamment les réseaux sociaux. Par information informelle, j'entends l'information de l'environnement des entreprises, qui est susceptible d'influencer leur trajectoire. Si l'égalité d'accès des analystes est remplie par l'information réglementée, rien n'oblige à socialiser l'information informelle. Elle peut être considérée comme un moyen de créativité pour l'analyste, mais elle peut être aussi un piège pour l'analyste. C'est ce dont nous aurons à traiter. La diffusion multicanale, maintenant, elle paraît incontournable, tant elle est courante. Elle présente des risques de forums spontanés, de discussions, comme il en existe sur les sites de transactions de titres. Si les analystes s'interdisent d'y participer, les réseaux sont si vastes qu'ils peuvent être à l'origine de mouvements d'opinion qui peuvent influencer la situation dans les marchés. Je termine avec la double obligation, celle des moyens et celle des résultats. Si nous sommes à égalité en matière informationnelle, nous sommes en compétition en matière de recommandation. C'est le métier des analystes et c'est la raison pour laquelle ils appartiennent à des établissements différents. Cette contradiction apparente est l'expression de la concurrence dans notre métier. Nous devons la préserver tout en observant tous ensemble un certain nombre de règles, en utilisant une information qui est diffusée à tout le monde et qui doit assurer elle-même la dynamique du marché. Donc, à ce stade, nous avons un peu de prudence par rapport à l'inflation de l'information et nous avons également de la prudence par rapport à l'ensemble des intervenants sur les avis, les opinions relatifs à la situation des entreprises qui peuvent influencer leur situation de marché. Merci. Maintenant que nous connaissons le point de vue des émetteurs et des analystes, il est intéressant évidemment de rechercher le point de vue des régulateurs, en l'occurrence le point de vue français d'abord, le point de vue espagnol ensuite. Pour le point de vue français, c'est Sophie Baranger qui est à peine utile de présenter ici. Vous avez été notamment directrice des affaires comptables au sein de l'AMF. Puis, depuis 2011, vous avez pris la tête de la direction des enquêtes et des contrôles en votre qualité de secrétaire générale adjointe. Merci beaucoup. Le sujet de l'égalité d'accès à l'information et de l'égalité de traitement des cibles est effectivement un point qu'on a eu l'occasion de visiter à de nombreuses reprises. Et même avant que le texte que vous avez évoqué en introduction, Monsieur Field, ne soit pris. Et il y avait d'ores et déjà par le passé des situations relativement similaires finalement qui avaient fait l'objet de décisions de la commission des sanctions. Vous avez fait référence à un cas en 2009 qui mentionnait la situation dans laquelle un directeur financier se trouvait en ayant donné comme une information sur la marge opérationnelle à certains analystes et sans nécessairement avoir diffusé cette information qui avait été qualifiée de privilégiée à l'ensemble du public. Donc c'était sur la base de l'information privilégiée que ce sujet avait été traité. Mais
depuis que le texte que vous avez mentionné est rentré en vigueur, on a eu des pratiques effectivement assez différentes. Alors, M. Psaume mentionnait tout à l'heure les grands et les petits émetteurs, et c'est vrai qu'on a vu des mauvaises pratiques dans tous les camps, je dirais. S'agissant tout d'abord du cas de décembre 2014, donc c'était assez emblématique, hein, le cas que vous avez aussi évoqué tout à l'heure, où on avait en fait cet émetteur qui publiait une prévision, enfin un objectif de résultat pour l'exercice suivant, qui se situait en fait dans une fourchette. C'était même précisément une fourchette de marge opérationnelle qui avait été rendue publique au titre de l'exercice suivant. Quelques mois après, l'émetteur communique à nouveau sur ses objectifs en les confirmant strictement. Et juste après avoir confirmé ces objectifs, une réunion d'analystes est conviée, une cinquantaine d'analystes et de journalistes se connectent pour assister à la conférence. Et à cette occasion, le directeur financier précise que la marge opérationnelle, encore elle, hein, c'était même agrégat que tout à l'heure, devait finalement être compris comme le bas de fourchette, et que c'était pas nécessairement l'objectif n'était pas réellement toute la fourchette ou entre la fourchette, mais c'était le bas de la fourchette qui était visé par le management. Donc la commission a constaté à l'occasion de cette réunion analyse qu'il n'y avait pas de dispositif qui permettait de se connecter à tout le public pour bénéficier de cette information et qu'il n'y avait pas d'enregistrement non plus qui était prévu. Et donc, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la commission a précisé que ce n'est pas parce qu'il y avait des journalistes qui étaient présents à cette réunion que ça exonérait l'émetteur de communiquer de façon effective et intégrale. Donc cette décision a été portée devant la Cour d'appel puisqu'effectivement un recours avait été déposé. La Cour d'appel a maintenu l'analyse de la commission des sanctions, mais c'était particulièrement intéressant parce que justement le recours portait exactement sur cet article-là, puisque l'émetteur considérait que la commission avait fait une erreur de droit en visant ce texte et que ce texte n'imposait pas, selon l'émetteur, donc une égalité entre les analystes et le public, et que les relations les contacts entre l'émetteur et les analystes n'étaient pas visés par ce texte. Mais donc, pour autant, la décision de la commission a été confirmée par la Cour d'appel. Et effectivement, comme Madame la Présidente le remarquait tout à l'heure, c'est une décision qui est maintenant définitive puisque le pourvoi a été retiré. L'émetteur s'est désisté. Il y avait un autre cas que je voudrais souligner. Alors, même si pour autant le collège n'a pas eu gain de cause puisque la commission n'a pas retenu le grief d'égalité d'accès à l'information. C'était la décision de mars 2015. Pour autant, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, la commission réitère son analyse et réaffirme que donc, les émetteurs doivent assurer une égalité d'accès à l'information entre analystes et investisseurs. Et je terminerai par un tout dernier cas donc, qui remonte à 2017, une décision de la commission des sanctions de 2017, qui cette fois vise un petit émetteur. Et il est assez éclairant ce cas parce qu'il montre que le dirigeant et l'émetteur ont été sanctionnés pour finalement ne pas avoir bien saisi la portée de cet article, encore une fois. Et dans ce cas de figure, et à l'occasion là aussi d'une réunion analyste, des informations ont été divulguées sur le résultat net qui ne figurait pas sur le communiqué de presse qui avait été annoncé la veille par l'émetteur. Donc c'était évidemment une information tout à fait importante. Et là non plus, il n'y avait pas de dispositif permettant au public de se connecter. Mais ce qui est étonnant dans ce cas, c'est que malgré la jurisprudence précédente qu'on a évoquée, finalement, les mises en cause ont soutenu qu'ils avaient opéré à dessein, finalement, une distinction entre les informations délivrées aux analystes d'un côté,
et parce qu'ils sont qualifiés de gens avertis, qu'on peut leur expliquer les choses, du reste du public. Donc véritablement, c'était à dessein que cette distinction avait été faite. Donc ça montre qu'il y a une vraie nécessité d'action pédagogique à mener sur la base du message de la commission des sanctions sur cette nécessité d'égalité de traitement de l'information. Merci. Pour avoir maintenant le point de vue du régulateur espagnol, je vais me tourner vers M. Garcia. Je veux d'abord remercier tout particulièrement d'avoir bien voulu faire le déplacement spécialement de Madrid, spécialement pour cette séance, et qui va s'exprimer en français, une langue qu'il pratique parfaitement. Et en 2 mots, je rappelle que vous, après une dizaine d'années d'expérience dans des banques comme la Banesto, vous êtes entré en 2002 à la CNVM, la Commission nationale espagnole des marchés de valeurs, comme analyste senior au département de surveillance du marché, et vous êtes actuellement directeur des marchés secondaires de la CNVM. Je vous passe la parole. Et bonjour à tous et merci Monsieur Field. Je suis très reconnaissant de l'invitation de la commission des sanctions. Et je voulais aussi remercier mes collègues de l'AMF auprès du groupe d'intégrité des marchés à l'ESMA qui ont recommandé mon nom. Tout d'abord, je ne veux pas m'allonger trop, le temps passe vite. Et avant de rentrer sur le sujet de l'égalité d'accès à l'information, je voulais tout rapidement vous donner des renseignements sur les cas dont on a sanctionné en Espagne. Et les 3 cas sont pareils. Il s'agit des prestataires de services d'investissement qui signent des mandats, des rapports commerciaux avec l'émetteur ou des autres participants, qui reçoivent des mandats pour la prestation de ces services et qui exécutent des transactions financières et après produisent plusieurs notes d'analyse sans mentionner les liens commerciaux ou les contrats dont ils avaient été signés auparavant. Je veux seulement vous dire que dans une de ces cas, et je pense que c'est intéressant, et qui ont été sanctionnés par rapport à l'ancienne directive sur les abus du marché 2003 et le règlement délégué. Il s'agit d'un rapport commercial pas avec l'émetteur et les bureaux d'analyse, mais avec un actionnaire, ce qu'on appelle significatif, majoritaire. Je pense que c'est intéressant de souligner que les conflits d'intérêts, et maintenant c'est clair dans les règlements sur les abus de marché 2012, puissent apparaître pas seulement avec l'émetteur, mais avec les instruments financiers qui sont sujets de la recommandation. Finalement, je voulais aussi souligner un autre cas qu'on a sanctionné, et c'est aussi une manque des mentions dans les recommandations d'investissement des liens des rapports des relations commerciales. Mais là, c'est intéressant, lors de l'enquête, les PSI nous a dit qu'ils reconnaissaient cette manque de mentions, mais ils nous ont fait remarquer que dans leurs normes des règlements antérieurs, ils mettent toujours les rapports commerciaux avec les émetteurs dont ils élaborent une note d'analyse quand ils reçoivent de l'argent. Alors, il disait que la facture avait été émise, mais il ne savait pas été remboursé. Alors, la CNV a décidé, nous on a soutenu que l'obligation de mention des rapports professionnels commence à la signature du contrat et pas quand le bureau d'analyse reçoit les frais. Tout rapidement, en ce qui concerne l'égalité d'accès à l'information, nous n'avons
pas tout à fait la même normative en Espagne. Il faut préciser, il faut donner des nuances. Nous avons d'une part l'article 4 du décret royal, que c'est une transposition pratiquement, comme on dit en anglais, copy and paste du règlement délégué. Et on a aussi des recommandations émises en 2005 sur des réunions informatives des émetteurs avec des analystes, grands investisseurs et d'autres professionnels du marché. C'est ce qu'on l'appelait. Alors, il faut avouer que la règle française nous paraît très efficace et utile. Nous connaissons déjà parce que lors des discussions à l'ESMA, il y avait les représentants de l'AMF qui nous avaient déjà remarqué et nous paraît très efficace et utile. Nous ne l'avons pas. En ce qui concerne l'accès égal parmi les analystes. Alors, pour être précis, notre article 4 du décret royal établit l'obligation de diffuser les informations réglementées, celles qui proviennent de l'activité de transparence, plus l'information privilégiée, d'une façon non discriminatoire et généralisée au public. Ce n'est pas strictement une obligation de fournir la même information au bureau d'analystes. Nous sommes préoccupés plutôt qu'il y a de l'information privilégiée soit communiquée en même temps à tout le monde. Ensuite, nous avons les recommandations dont je viens de parler, 2005, dont leur objectif, c'est d'aider à compatibiliser, d'une part, la nécessité de l'émetteur de partager et de communiquer aux analystes les perspectives de l'entreprise. C'est un objectif légitime, avec l'obligation qui est imposée sur MAR et sur l'ancienne directive et dans la loi espagnole de ne pas diffuser d'informations pertinentes sélectives. C'est ça le plus important, à notre avis. Et ces recommandations qu'on a mises ne se réfèrent pas aux réunions bilatérales entre l'émetteur et une analyste. Ces réunions qu'on appelle vis-à-vis. Alors, très rapidement, pour que vous pourrez vous faire une idée de ce qu'il y a, là, ce sont des recommandations qui sont évidentes. Et si lors de ces réunions, la présence physique des petits investisseurs est limitée ou il faut une invitation préalable, alors il faut annoncer publiquement la célébration sur le site web de la CNV comme une information réglementée. Il faut annoncer premier le public. Et quand il y a, c'est la plupart des cas, des diapositives qui vont être partagées, divulguées pendant la réunion, il faut les publier simultanément. Ce sont des recommandations, c'est difficile de... Et nous recommandons que les sociétés et l'émetteur planifieront les réponses de leurs gestionnaires aux questions éventuelles qui puissent être posées, et afin d'éviter que lors de la réponse à une question inattendue, ils donnent des informations fragmentaires ou qui puissent constituer une information privilégiée. Alors il faut vraiment faire un effort. Et à la fin de la réunion, on recommande de diffuser un résumé des réponses données quand il y a des questions des analystes qui est posée au gestionnaire. Et je termine avec la dernière recommandation. Ultérieurement, quand il y a des présentations en anglais qui vont être publiées à travers notre web, on recommande de la traduire en espagnol. Merci. Merci. Donc, après avoir fait le tour d'horizon sur le premier point, l'égalité d'accès à l'information, nous allons aborder maintenant le deuxième point, c'est-à-dire la question du pilotage, du consensus. Je rappelle que dans une des affaires que j'ai citées tout à l'heure, Forcia, un grief relatif à la communication sélective
par la société à certains analystes de l'information selon laquelle l'émetteur n'atteindrait pas ses objectifs de marge opérationnelle, n'est-ce pas, Sophie, vous l'avez cité, a également été retenue par la Commission. Alors, voyons maintenant comment les sociétés cotées abordent cette difficulté et ensuite quelle est la vision du régulateur en la matière. Par conséquent, Olivier Psaume pour les émetteurs. Merci. Donc sur le sujet du consensus et de son pilotage, sur la base de la décision de la commission des sanctions du 22 décembre 2014, il nous apparaît effectivement assez clair qu'on ne pilote pas le consensus. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas complètement résolu la difficulté pour l'émetteur. Parce qu'on comprend bien l'idée dans la décision de l'information sélective. En revanche, quand on regarde l'étendue des situations dans lesquelles peuvent se trouver l'émetteur, tout de suite on entre dans un niveau de difficulté qui est plus important. En fait, la difficulté, c'est quand est-ce qu'on pilote, quand est-ce qu'on ne pilote pas. Une réponse assez simple pourrait être de dire, à partir du moment où on diffuse une information qu'on considère pouvoir constituer une information privilégiée, alors on est dans le pilotage. Et donc il faut s'abstenir. Mais on peut se trouver dans... Là, c'est clair. Mais on peut se trouver dans des situations où c'est beaucoup moins clair. Prenons un exemple complètement aléatoire. Une société qui peut être, dont le résultat peut être assez sensiblement impacté par les variations de cours des matières premières. Que sur cette société, il y a un consensus assez bien établi, constitué d'un nombre d'estimations assez large, mais qu'à l'intérieur de cet échantillon, il y a, mettons, 2 analystes qui n'ont pas compris la sensibilité par rapport à la fluctuation des matières premières et le mécanisme générant un impact sur les résultats. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il fait l'émetteur? Est-ce s'il interagit avec ces 2 analystes-là pour essayer de les faire comprendre, est-ce qu'on pilote ou est-ce qu'on ne pilote pas? Deuxième exemple, dans un consensus pareil, assez large, on a 2 analystes qui, pour des raisons quelconques, ont des estimations extrêmes par rapport à la moyenne. Et que, visiblement, il s'agit manifestement d'une erreur technique. Est-ce qu'on a le droit d'essayer de parler avec eux et de faire corriger l'erreur ou pas? Est-ce qu'on pilote ou est-ce qu'on ne pilote pas si on fait ça? Donc on peut avoir un étendu de situation relativement important où on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on est dans le pilotage ou pas dans le pilotage. Et puis, ensuite, c'est quoi le consensus? C'est le trimestre? C'est le semestre? C'est l'année? Comment on détermine la fiabilité du consensus? Il y a des agrégations d'estimations externes, il peut y avoir des agrégations faites par l'entreprise. Donc il y a la question de la fiabilité, de quoi on parle. Donc ce n'est pas si simple, et c'est d'autant moins simple que dans MAR, on sent bien qu'on a l'obligation pour les émetteurs de s'exprimer dès qu'on détecte une divergence sensible par rapport à un consensus de marché, puisque c'est constitutif d'une information privilégiée. Donc ça oblige, si on est logique, pour l'émetteur de suivre le consensus. S'il ne le suit pas, il ne peut pas détecter une divergence. Donc il faut que l'émetteur suive le consensus. Donc sur la base de quoi il suit? Est-ce que c'est une base de données externe? Est-ce que c'est un travail interne? Donc il y a beaucoup de questions en réalité qui se posent autour du consensus et qui ne sont pas facilement solutionnables par l'émetteur. Alors évidemment, on aurait tendance à penser que c'est mieux de le suivre, que c'est mieux de le faire soi-même parce qu'au moins on a la garantie de la fiabilité. Ensuite, de le publier parce qu'effectivement, il faut que ce soit connu. Mais on peut aussi se poser la question, quand on le publie, est-ce qu'on pilote ou on ne pilote pas? Parce que le fait même de le publier peut avoir pour conséquence de resserrer
les estimations et donc d'avoir mécaniquement, mathématiquement, un impact sur la moyenne du consensus. Donc est-ce que le fait même de le publier pourrait être considéré comme du pilotage? Voilà, donc on a quand même une zone qui est un peu grise autour du consensus, qui n'est pas facile à gérer pour l'émetteur. Et l'interaction avec le régulateur, de ce point de vue-là, peut être assez intéressante pour nous aider. Voilà. Nous, on a plutôt tendance peut-être à penser et à se concentrer sur la définition d'information privilégiée. Et là, effectivement, c'est assez clair. On sait quand est-ce qu'on pilote, quand on ne pilote pas, si on se focalise sur la notion d'information privilégiée. Mais on peut avoir beaucoup d'autres situations. Merci de nous avoir ainsi fait part de toutes les difficultés que l'on rencontre dans la vraie vie d'une société cotée. Maintenant, j'ai demandé évidemment le point de vue de Sophie Baranger, du régulateur en ce domaine. Les cas que vous mentionnez, Monsieur Psaume, c'est vrai qu'il y a une variété de situations avec des zones grises qui ne sont pas forcément extrêmement claires pour tout le monde. Et c'est vrai que dans ce cas-là, je réitère ce que vous avez indiqué parce que c'est important. Les échanges avec la direction des émetteurs peuvent certainement beaucoup aider dans la résolution du sujet. Mais le cas qu'on a eu à examiner et qu'on a porté devant la commission des sanctions était vraiment loin d'être dans une zone grise. C'était vraiment un cas tout à fait emblématique. Je vous fais juste un tout petit retour en arrière pour vous montrer déjà tout d'abord comment on s'est aperçu du problème. Eh bien, on a constaté à l'occasion de la mission de surveillance sur les marchés que le cours du titre avait corrigé à la baisse sans qu'aucune communication au public ne soit intervenue. Et donc, il n'y avait absolument pas de communication de la société qui pouvait expliquer ce subit mouvement à la baisse sur le titre. Donc, quand on a commencé à regarder de plus près, on a pu constater que finalement tous les analystes qui suivaient la valeur avaient corrigé leur opinion sur le même objectif. Et une première fois, suite à la conférence analyste évoquée tout à l'heure, quand il y a eu le sujet de la fourchette de marge opérationnelle qui finalement était que ce bas de fourchette qui pouvait être atteignable. Donc les analystes ont tous convergé comme un seul homme vers ce bas de fourchette. Donc c'était quand même plutôt étrange de voir ce mouvement s'effectuer. Et puis on a pu voir à une deuxième reprise cette convergence spontanée s'effectuer sur le cours. Donc c'était vraiment très étrange. Donc bien entendu on a décidé de creuser pour y voir plus clair. Et après investigation, on s'est rendu compte que justement quelques mois après avoir publié ce communiqué confirmant les objectifs de l'année, eh bien, le directeur des relations investisseurs avait, alors de façon extrêmement délibérée et en toute connaissance de sa hiérarchie, porté à la connaissance des analystes cette information sur le bas de fourchette et donc avait expliqué les difficultés opérationnelles qu'avait la société à pouvoir obtenir cette atteinte du bas de fourchette. Donc en conséquence, les analystes ont baissé leurs prévisions, ajusté leurs prévisions, ce qui a permis à la société de ne pas publier de profit warning, parce que c'était bien entendu le but recherché. Surprendre le marché par la publication d'un profit warning, ça peut entraîner des conséquences évidemment assez dramatiques sur le cours. Il peut y avoir des chutes brutales du cours, et l'ajustement peut être assez sévère. Et c'est toujours évidemment très mal vécu par les émetteurs, mais aussi par les investisseurs, parce qu'ils n'aiment pas non plus se faire surprendre. Donc, du fait de cette situation, la Commission a considéré que le manquement de diffusion sélective était qualifié et que ce manquement devait être imputé à la fois à la société et aux dirigeants, parce que le dirigeant avait eu une connaissance particulièrement intime, je dirais, des agissements de son préposé qui avait en fait communiqué l'information aux analystes. Merci beaucoup. Voilà, nous avons fait le tour du premier sujet structurant dont j'avais parlé tout à l'heure. Nous allons maintenant aborder le deuxième,
qui a trait à l'éventuel caractère privilégié de l'information produite par les analystes. Je voudrais là retenir le cas de la décision du 29 mai 2017, dite FRAF, dans laquelle il était reproché à un analyste financier, qui était employé d'un bureau d'analyse, d'avoir réalisé des opérations sur plusieurs titres, alors qu'il détenait une information privilégiée sur chacun de ces titres, information qui tenait au changement de recommandation d'investissement ou à l'initiation ou la reprise de couverture dont ils avaient fait l'objet de la part du bureau d'analyse dans une note d'analyse non encore diffusée. Alors, cette décision doit susciter logiquement un certain nombre de réactions. Est-ce qu'une note d'analyse peut vraiment constituer une information privilégiée ? Et quid de la diffusion d'une information litigieuse et de ses effets sur le cours? Là également, nous allons commencer par entendre ce que dit le droit. Merci beaucoup, monsieur. Donc c'est une décision, c'est vrai, qui a fait beaucoup parler. Et elle est frappée d'un recours principal du président de l'AMF, ce qui n'est pas si fréquent. Bon, sans doute ne faut-il pas lui donner une portée qu'elle n'a pas, parce qu'on sent bien que la commission des sanctions n'a pas été absolument convaincue par la manière dont la poursuite a étayé le grief, et notamment le grief de sensibilité de l'information. Mais il y a quand même, au cœur de cette décision, 2 paragraphes qui sont extrêmement intéressants. Alors, le premier, je ne le mentionne qu'à titre d'anecdote. En fait, il ouvre le développement sur l'appréciation du manquement d'initié. Pour les connaisseurs, donc c'est juste au début de l'appréciation du manquement d'initié. Et dans ce paragraphe, la Commission fait une distinction entre la note d'analyse et la recommandation d'investissement. Et elle dit en substance que comme on ne sait pas si les investisseurs ont eu accès aux notes d'analyse dont sont issues les recommandations, il n'est pas possible de déterminer la portée de ces recommandations sur les décisions d'un investisseur raisonnable. Ce que laisse donc entendre la Commission, c'est qu'un investisseur raisonnable ne fonde pas ses décisions sur des recommandations d'investissement s'il n'a pas accès en parallèle à la note d'analyse technique. Autrement dit, elle laisse entendre qu'un changement de recommandation devrait laisser de marbre l'investisseur raisonnable qui, pour se déterminer, lit les 10 pages de l'analyse sous-jacente. C'est la première fois, à notre connaissance, que la Commission donne à voir ce qu'est pour elle un investisseur raisonnable. Et c'est une conception exigeante de l'investisseur raisonnable qui pourrait à l'avenir compliquer la preuve de la sensibilité de l'information. Parce que moins il y a d'investisseurs raisonnables, moins il y a d'informations privilégiées et donc moins les investisseurs sont protégés. Mais bon, ça n'est pas l'essentiel de mon propos. L'essentiel de mon propos, je voudrais le consacrer à un autre paragraphe de la Commission, celui qui a fait couler beaucoup d'encre et que je cite, « En admettant même que les informations en cause relatives au changement de recommandation d'investissement puissent être qualifiées de privilégiées, bien qu'étant liées à des analyses qui, ayant par nature le caractère d'appréciation subjective, étaient elles-mêmes insusceptibles de l'être, ces informations ne peuvent recevoir une telle qualification en l'espèce, à défaut de remplir les critères posés par l'article 621.1 du règlement général de l'AMF. » Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ce paragraphe, saisit ou interpelle. Pourquoi ? Parce que la commission des sanctions, puisqu'elle avait considéré que la preuve de la précision et de la sensibilité de l'information n'était pas rapportée, n'avait pas besoin de cette incise. Donc c'est une sorte d'obiter dictum. Et une incise d'autant plus troublante qu'elle comporte une affirmation forte. Les analyses qui ont par nature le caractère d'appréciation subjective sont insusceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées. Et puis une locution hypothétique, donc porteuse de doute, en admettant même que les informations relatives au changement de recommandation d'investissement puissent être qualifiées de privilégiées, bien qu'étant liées à des analyses insusceptibles de l'être. Alors, disons-le d'emblée, en dépit de la formulation hypothétique, on ne voit pas comment des recommandations qui ne sont que la conclusion des analyses pourraient avoir un sort différent de ces dernières. L'une comme l'autre, la recommandation, plus encore d'ailleurs que l'analyse, sont des opinions, des appréciations subjectives. Cette position de la commission des sanctions est l'occasion de revenir sur le statut très particulier de l'opinion parmi les informations qui sont digérées par le marché. Alors, il ne fait aucun doute que les opinions des analystes financiers sont des informations qui sont prises en compte par le marché et qui contribuent à la formation des cours.
Mais toutes les informations qui sont prises en compte par le marché n'ont pas le même statut. Et elles ne sont pas traitées de la même manière. Il y a des informations qui sont susceptibles d'être des informations privilégiées, qui sont susceptibles aussi d'être des informations fausses ou trompeuses. Mais il y en a d'autres, par exemple la rumeur, qui ne sont pas susceptibles d'être qualifiées d'informations privilégiées, mais qui pourraient être des fausses informations ou des informations trompeuses. Et puis il y a l'opinion, celle de l'analyste, celle du journaliste, de l'universitaire, de vous, de moi, opinion qui, en elle-même, ne saurait être ni une information privilégiée, ni une fausse information. Et c'est sur ces deux points, dans les 2 minutes qui me restent, que je voudrais revenir. Premier point, l'opinion ne peut pas être une information privilégiée. Comme le dit très bien la commission des sanctions, c'est une appréciation subjective et qui est élaborée, et je poursuis, à partir d'informations qui sont publiques. Donc, elle n'est pas une information privilégiée. Et le considérant 28 du règlement MAR, qui reprend d'ailleurs le considérant 31 de la directive 2003-6 abus de marché, ne dit pas autre chose. Je cite, « ne devrait pas être réputé en soi être des informations privilégiées, les travaux de recherche et les estimations élaborées sur la base de données publiques. » Mais bien sûr, à ce principe, il y a des limites. La première limite, c'est lorsque l'opinion est élaborée à partir d'informations privilégiées. Alors là, si lors des échanges avec un émetteur, l'analyste a reçu une information privilégiée et qu'il s'en est servi pour établir sa recommandation d'investissement, alors l'opinion est elle-même une information privilégiée. On ne peut considérer, me semble-t-il, que digérée par l'analyste, l'information privilégiée perdrait son caractère et serait transformée en une sorte d'opinion personnelle qui échapperait alors à la qualification d'information privilégiée. Même si, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt Grand Vision de 2004, avait pu le laisser entendre, que l'information, une fois que l'analyste se l'était appropriée, avait été transformée en une opinion qui échapper à la qualification d'information privilégiée. La seconde limite, elle tient à ce que si l'analyse elle-même n'est pas une information privilégiée, en revanche, la publication prochaine de l'analyse peut être une information privilégiée. Parce que celui qui sait qu'une recommandation va être publiée est en possession d'une information qui est objective, la publication prochaine de la recommandation. Et si la publication de cette recommandation est susceptible d'affecter sensiblement le cours, ce qui dépend bien évidemment de la nature de la recommandation, du contexte et surtout de l'autorité de l'auteur de la recommandation, alors il s'agit bien d'une information privilégiée. Et c'est ce que précisait déjà le César en indiquant au nombre des informations privilégiées qui peuvent concerner indirectement un émetteur, les publications à venir des travaux de recherche, recommandations ou suggestions. Et c'est aussi ce qu'évoque, en termes peu clairs, je vous l'accorde, la suite du considérant 28 du règlement MAR. Et là était sans doute l'information privilégiée dans l'affaire soumise à la commission des sanctions. La connaissance, par ce salarié du bureau d'analyse, de la diffusion prochaine du changement de recommandation. Mais restait à établir, bien évidemment, la sensibilité de l'information. Donc l'opinion n'est pas susceptible d'être qualifiée d'information privilégiée. Elle n'est pas susceptible non plus d'être qualifiée de fausse information. Par essence subjective, elle n'est ni exacte ni fausse. Mais là encore, le principe connaît des limites. La première limite, c'est lorsque les informations dont est issue l'analyse sont fausses ou trompeuses. L'analyse est alors elle-même fausse ou trompeuse, et si l'analyste ne pouvait ignorer que ces informations étaient fausses ou trompeuses, alors il tombe sous le coup du manquement de fausses informations. Et une deuxième limite, c'est le cas très particulier qui est caractérisé en l'espèce et auquel faisait référence tout à l'heure M. Garcia. C'est l'une des formes spéciales du manquement de fausses informations, qui consiste à diffuser un avis après avoir pris une position sur l'instrument financier auquel il se rapporte et d'en tirer profit sans avoir simultanément rendu publique la position ouverte et donc le conflit d'intérêts qui en résulte. Par exemple, shorter un titre, diffuser un avis alarmant sans révéler l'ouverture de sa position, la fermer et tirer profit de la baisse provoquée. La recommandation, là, même si elle est une opinion, est alors une fausse information parce qu'elle est publiée sans les éléments qui permettent au public d'en apprécier la valeur. Et si la commission des sanctions a écarté le manquement d'initié, elle a bien retenu, en l'espèce,
le manquement de fausses informations. Merci. Voilà donc une question qui est tout à la fois complexe et controversée. Alors, il est particulièrement intéressant de savoir quelles sont les réactions de la pratique, puis des régulateurs. Mais pour l'un comme pour les autres, je vais être obligé de rappeler qu'il faut vraiment intervenir avec la plus grande concision possible, parce que nous sommes, je le crains, déjà quelque peu en retard sur la marche qui était prévue. Thierry Jamy, à vous. Très bien, monsieur, merci. Après l'exposé qui vient d'être fait, on ne va pas rentrer trop dans davantage de détails. Sur cette décision FRAPP, elle est, à notre sens, significative d'une succession de manquements aux obligations professionnelles. Donc on avait, ce qui a été retenu d'ailleurs par la Commission, et nous avons été surpris que le manquement d'initié ne le soit pas. Et donc, dans notre point de vue sur la notion d'opinion, dès lors qu'elle est formée par une note qui est normalement argumentée, donc on peut penser qu'il y a un problème d'information privilégiée. Et donc c'est la raison pour laquelle on était surpris par cette décision, qu'elle prend un peu à contresens notre pratique. Et donc, pour nous, l'opinion dépend largement de l'origine par laquelle elle se fait. Si elle se fait par une information privilégiée, elle relève donc d'une diffusion d'informations privilégiées. C'est la raison pour laquelle, sur ces questions, nous restons un peu dubitatifs sur la construction du droit, parce que nous pensons qu'il va y avoir une certaine confusion. Et je vais donc demander que le sujet soit vraiment retraité, parce qu'il modifie de façon importante la façon dont nos opinions sont classent de nos différentes publications sur le cours des sociétés. Merci. Nous aurons bientôt sans doute la lumière du Conseil d'État qui est saisi de ce dossier. Maintenant, du point de vue des régulateurs, Sophie Béranger, avec le sens de la brièveté qui la caractérise. Effectivement, rapidement, dans cette affaire, ce qui était aussi particulièrement intéressant, qui n'a pas nécessairement été évoqué jusqu'à présent, c'était le fait qu'on était quand même dans une situation un peu particulière, puisque on était dans la naissance d'une information privilégiée qui ne prenait pas appui chez l'émetteur, mais c'était une information privilégiée externe à l'émetteur. Donc c'est plutôt relativement plus inhabituel que ce que l'on voit d'habitude. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a eu un autre cas très intéressant que la Commission des sanctions a eu à voir récemment. Nous attendons la décision un cas où l'information privilégiée est définie comme la publication imminente d'un article de presse dans un journal de grande audience. Là aussi, est-ce que ça peut être susceptible de constituer une information privilégiée ? Le point sur lequel je voudrais simplement revenir dans la décision que nous examinons, c'est déjà effectivement le fait que l'information privilégiée, c'est pas la note d'analyse, elle a été définie assez précisément comme étant soit l'initiation de couverture, soit la reprise de l'initiation d'une couverture sur un titre, ou le changement de recommandation. Donc c'est véritablement des situations dans lesquelles il nous a semblé que, justement, on parlait de l'aspect impact sur le cours, c'était des situations dans lesquelles l'impact sur le cours était bien plus marqué que dans le cas d'une publication, je dirais, relativement récurrente d'analyse en dehors de ces situations. J'observerai que le rapporteur avait suivi le collège d'ailleurs dans ce dossier, mais effectivement nous attendrons de l'issue du recours avec intérêt. Je voudrais simplement signaler que beaucoup de nos homologues ont d'ailleurs traité le sujet de la même façon que l'on a présenté devant la commission des sanctions. Par exemple en Italie, la CONSOB, c'est une demi-douzaine de décisions qui ont été prises par la CONSOB et confirmées par les cours d'appel de Turin et de Rome, qui expliquaient de façon très précise que la publication imminente de la part d'un prestataire
d'une étude sur un émetteur avec une recommandation buy avec un target price bien supérieur au prix de marché pouvait constituer une information privilégiée. En Suisse aussi, le sujet a fait l'objet de publications de la part de notre homologue, la FINMA, qui estime que peut constituer une information privilégiée non seulement le sens de la recommandation, mais aussi la date à laquelle elle peut être publiée. Et je fais référence à ce qui a été dit juste avant. La FINMA estime très clairement que le fait d'avoir connaissance de la publication prochaine d'une analyse financière peut représenter une information privilégiée dans la mesure où l'analyse sous-jacente correspond à un événement pertinent sur le cours. Donc il y a ces idées-là qui sont sous-jacentes. Et puis je terminerai par notre homologue américain, la SEC aussi, a engagé des poursuites en 2010 contre un préposé d'une banque qui divulguait des informations en lien avec des analyses à publier à des gérants qui eux-mêmes les divulguaient à d'autres personnes, et tout ce cercle utilisant l'information en prenant des positions sur le titre. Donc la SEC a estimé que l'information sur les recommandations à venir constituait une information de valeur significative et non publique, et qu'une fois annoncée, la recommandation d'analyste affecte souvent le prix de marché de l'action, et c'est une information importante pour la décision d'investissement du fameux investisseur raisonnable dont on parle souvent. Donc la conclusion a été très claire, des sanctions une sanction de prison, une peine de prison a été prononcée, mais aussi des transactions ont été négociées dans ce cas très emblématique. Voilà ce que je voulais dire. Merci. En ce qui concerne le régulateur espagnol, Monsieur Garcia, en quelques très rapides minutes, s'il vous plaît. Très rapidement, parce que les cadres juridiques étaient parfaitement présentés par Madame Trumont. Je voudrais apporter des renseignements et souligner seulement que lors de la deuxième ensemble des directrices de l'ESMA, ce qu'on appelle set of guidance, il était déjà prévu les caractères d'information privilégiée des prochaines publications des notes d'analyse. Alors là, c'était déjà prévu la possibilité de considérer comme information privilégiée. Il faut aussi dire qu'en 2010, à l'ESMA, on a essayé de préparer une quatrième ensemble de directives qui touchait ce sujet-là. Donner des points de vue de l'ESMA, des autorités européennes, en qu'est-ce qui pourrait contribuer à considérer la prochaine couverture d'une valeur, l'issue d'une note d'analyse considérée comme information privilégiée. Ça va pas, c'est pas surprenant si je partage. C'est ce qu'on avait écrit là. C'est bien noté par Madame Baranger aussi et la commission de sanctions. C'est la portée des portées potentielles sur les décisions, le fait que les recommandations sont suivies par les récepteurs de la note d'analyse, c'est le plus important. Et les degrés d'influence sensible sur les prix de l'instrument financier, ça c'est difficile à évaluer. Il y a plusieurs caractéristiques là, divers aspects. L'ampleur de la différence, si c'est une note d'analyse qui ne suit pas la même direction, la différence entre les prix recommandés et les prix actuels, et aussi la différence entre les consensus du marché et les prix proposés. Les notoriétés des bureaux d'analyse, aussi c'est important, et c'est aussi important les caractéristiques spécifiques de chaque instrument financier. Volatilité, liquidité et couverture globale ou locale de ces instruments. Pour finir, et pour renseigner l'audience des préoccupations sur les préoccupations des analystes espagnols, ils nous sont transmis la préoccupation qui, lors de la réalisation des services des prestataires d'investissement et d'élaboration des notes d'analyse,
il s'était préoccupé de que si on est confortable, seulement si les investisseurs qui reçoivent les notes d'analyse sont juridiquement confortables avec les considérants 28 du MAR. Et quand on suppose que l'opération effectuée sur la base d'une analyse ne peut pas être considérée comme utilisation d'informations privilégiées. Pour nous, pour les régulateurs espagnols, ça c'est clair, mais ils nous ont posé la question. Je voulais peut-être demander à l'audience qu'est-ce qu'ils pensent sur ces aspects. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous avons fait maintenant le tour des deux premiers sujets structurants que j'avais mentionnés tout à fait au début. Et nous en avons un troisième qui traite des obligations professionnelles des analystes financiers qu'on peut ajouter à l'épreuve des réalités opérationnelles. Qu'est-ce qui est en discussion ici? Ce sont les impacts opérationnels liés aux obligations professionnelles sur différents points, tels que, pour illustrer, la séparation physique des analystes et des négociateurs, la traçabilité de la prise de connaissance de la procédure interne, etc. Plusieurs décisions de la Commission des sanctions portent sur de tels manquements. On peut citer, mais je n'aurai pas le temps d'aller plus avant sur cette décision, celle du 14 décembre 2017, Kepler-Chevreux. Alors, je vais me tourner vers les participants pour recueillir leurs réactions, voir s'ils ont des points particuliers à soulever, avec la même recommandation de concision, bien sûr. Pour la profession, Thierry Jamy. Merci. Dans le cas de la décision du 14 décembre 2017, Kepler-Chevreux, nous n'avons pas de discussion. L'absence de procédure et de contrôle est évidente. Maintenant, la question concernant les obligations professionnelles, la question qui nous préoccupe, c'est celle de leur intensité, compte tenu de ce qu'elles entraînent comme moyen utilisé dans l'activité économique qui est la nôtre. Nous avons deux niveaux de préoccupation, le rapport entre le droit et la pratique, et le deuxième sujet, l'économie de ces obligations. Sur le rapport entre le droit et la pratique, nous plaidons pour que nous ne soyons pas obligatoirement formalistes et que les conditions de marché, dans les cas où des contrôles sont effectués, soient restituées pour que la pratique, qui est importante dans nos métiers, puisse balancer dans certaines circonstances les conditions dans lesquelles un certain nombre de décisions ont été prises au regard des obligations professionnelles qui sont les nôtres. Le deuxième sujet, c'est l'économie de ces obligations. Certes, elles garantissent la qualité du marché, mais elles entraînent un coût certain pour l'ensemble de nos activités. Ce coût n'a pas la même importance selon, naturellement, la taille des activités qui sont menées par les bureaux d'analystes ou les entreprises d'investissement. Et là, nous devons nous interroger sur le fait qu'il peut y avoir un moment où les obligations l'emportent sur l'activité économique. Et donc, nous avons un sujet pas forcément de proportionnalité, mais de pratique des obligations qui soient compatibles avec l'économie des structures qui y sont soumises compte tenu de leur taille relative. Pourquoi? Parce que ces obligations, si elles entraînent une moindre profitabilité de nos activités, vont se traduire par l'abandon d'activités. Et c'est bien une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, qui est l'avenir de l'analyse, son importance et son intensité dans le marché. Si il y a une inversion, la charge l'emporte sur le produit, eh bien, qu'est-ce qui va être sacrifié? Les activités les moins rémunératrices ou les plus coûteuses. Et donc, évidemment, les activités des petites et moyennes valeurs dont nous avons besoin. Et deuxièmement, qu'est-ce qui va être sacrifié si la nature des entreprises se modifie, c'est-à-dire si
les petites disparaissent et les grandes dominent, eh bien l'indépendance, nous allons avoir une perte d'indépendance dans les avis, dans les recommandations, dans les analyses qui peuvent être publiées pour le marché. Donc voilà sous quel angle actuellement nous réfléchissons aux obligations. Nous avons le sentiment que nous avons fait des pas très importants en matière réglementaire. Il faut maintenant que ces pas soient rendus compatibles avec ce qui nous importe, c'est-à-dire que le marché demeure dynamique et qu'il continue à être accueillant à un certain nombre de sociétés et que l'industrie financière puisse y prospérer indépendamment de sa taille et de ses qualités pour absorber l'ensemble des charges. Merci. Ce sont effectivement des sujets très importants que vous soulevez là. Quel peut être alors le point de vue des émetteurs, Olivier Psaume? J'essaie de vous faire gagner du temps. Je vais être assez bref. Concernant les obligations professionnelles et dans le cadre de nos interactions avec l'analyse financière, ce sur quoi on se concentre, nous, surtout, enfin ce qui est important pour nous, c'est qu'à tout moment, on puisse vraiment être très clair sur ce qui relève de l'opinion de l'analyste, ce qui relève des données publiées par l'émetteur et ce qui relève des objectifs disclosés. Dans ce cadre-là, donc on parle de la rédaction en elle-même. Dans ce cadre-là, évidemment, même si on ne le demande pas systématiquement, donc on n'impose rien, il nous est utile, voire des fois agréable, en fait, de relire des papiers avant qu'ils soient publiés. Pas parce qu'on se sent capable d'influencer quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, les papiers sont, quand ils nous sont envoyés, il n'y a pas la reco, il n'y a pas le target price, etc. Il n'y a pas la valo. Mais ça permet au moins, dans certains cas, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver de faire quelques remarques si on sent que justement la distinction n'est pas suffisamment claire de notre point de vue entre ce qui relève de l'opinion et ce qui relève du message qu'on porte. Il y a un deuxième élément, et puis j'en termine, sur lequel on est assez regardant, c'est le respect des calendriers de l'émetteur, et notamment sur le respect des quiet periods. Alors on sait que ça peut arriver, que ce soit des investisseurs ou des analystes disent bah oui, mais je ne vais pas parler de court terme, je ne parle pas de chiffres, je ne vais parler que de stratégie, etc. Il faut respecter le calendrier parce que soit il existe, soit il n'existe pas. À partir du moment où il existe, voilà. Donc c'est les deux choses sur lesquelles, à mon avis, on peut insister. Merci. Maintenant, comme d'habitude, le point de vue des régulateurs. Je vais d'abord la parole à M. Garcia. Merci. Je serai bref. Il faut avouer que l'encadrement juridique en ce qui concerne les obligations professionnelles était déjà complet avec l'ancienne directive MAD et les règlements délégués. Nous pensons qu'il n'y a pas eu trop de changements avec les nouveaux règlements sur les cellules de marché. Je voulais dire que le règlement fait distinction entre des obligations pour la présentation objective ou équitable de la recommandation et la révélation de conflits d'intérêts. Pour être bref, pour terminer, nous avons des préoccupations sur deux sujets qui concernent les conflits d'intérêts. Le premier, c'est la réalisation dans les dégagements, ce qu'on appelle les dégagements des responsabilités, la mention à une éventuelle participation longue ou courte, ou détention de participation courte de l'émetteur de la recommandation. Notamment, je me réfère à les notes d'analyse émises par des grandes boîtes, des grandes banques d'investissement. Nous croyons à la CNV que les conflits d'intérêts
et notamment la mention de la détention des positions longues ou courtes sur un émetteur, il faut le dire explicitement. Et notre avis, c'est que ce n'est pas on ne respecte pas une mesure de transparence efficace quand on fait tel dégagement des responsabilités généraux. Et pour finir, c'est seulement une question qui nous préoccupe, c'est l'efficacité de la muraille de Chine, ce qu'on appelle, parce que la Commission européenne n'est pas à l'aise avec ces termes, la barrière de l'information. Qu'est-ce qui se passe quand, pendant l'exécution d'une opération, les bureaux d'analyse, les PSI, les prestataires de services d'investissement, émis des notes d'analyse? Merci. Merci beaucoup. Voilà donc pour ces sujets, sous réserve de ce que va nous dire maintenant Sophie Barranger pour le point de vue des régulateurs en France. Alors, très rapidement, effectivement, le poids des obligations professionnelles, que ça a été mentionné tout à l'heure par M. Giamy, est effectivement important. Elle pèse tant sur l'analyse elle-même, sur l'analyste, que sur le bureau au sein duquel il exerce son activité. Sur l'analyse elle-même, je ne vais pas développer très, très longtemps. La mention des conflits d'intérêts dans la recommandation d'investissement telle que suggérée par M. Garcia et Mme Drumont, c'est effectivement un point extrêmement important. Tout à l'heure, on a mentionné le rappel de situations dans lesquelles des positions short avaient pu être prises. Je voudrais juste vous renvoyer à un communiqué de l'AMF du 4 septembre qui a justement rappelé la réglementation en la matière et notamment la nécessité de mentionner les positions short dans le cas échéant lorsque un expert qui possiblement peut être à l'étranger délivre une recommandation. On a eu différentes décisions par ailleurs qui ont été prises par la commission des sanctions sur le sujet de ces conflits d'intérêts qui manquaient dans des recommandations d'investissement. Je vous renvoie là aussi à une décision par exemple de mai 2014 où en fait un bureau a été sanctionné et son analyste aussi ont été sanctionnés pour ne pas avoir divulgué ces conflits d'intérêts. Il s'agissait notamment de ce que la commission a appelé circonstances particulières et certaines relations qui n'avaient pas été indiquées au titre de ces conflits d'intérêts, mais aussi des conflits d'intérêts du PSI, ce que indiquait M. Garcia tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, dans le cas particulier, l'établissement avait participé à une émission obligataire dans les 12 précédents mois, et ce rappel n'avait pas été indiqué dans l'analyse. S'agissant de l'analyste lui-même, là aussi, je serai très brève. Il y a beaucoup d'obligations. J'en citerai simplement une seule qui est particulièrement éclairante, qui est l'interdiction pour l'analyste d'effectuer des transactions à titre personnel. Le règlement général n'oblige simplement interdit d'effectuer des transactions juste sur le titre que l'on suit, mais la difficulté qui existe au sein des bureaux, à la fois pour contrôler la circulation de l'information, parce qu'il y a bien entendu beaucoup d'informations privilégiées n'étant pas simple, il est souvent en pratique observé que ces bureaux mettent en place des dispositifs plus contraignants que la réglementation en interdisant tout bonnement toute transaction personnelle aux analystes. Et le corollaire, c'est la déclaration de ses comptes personnels à son employeur. Dans la décision qu'on a rappelée tout à l'heure de mai 2017, la commission des sanctions a sanctionné l'analyste pour cela. C'est-à-dire qu'il avait effectué des transactions interdites et qu'il n'avait pas déclaré ses comptes titres à son employeur, et aussi il avait diffusé des fausses informations puisqu'il avait pris des positions sur le titre qu'il suivait sans le révéler dans les analyses qu'il avait publiées. Et donc la sanction a été exemplaire puisque il a été considéré qu'une peine de 10 ans d'interdiction d'exercer était proportionnée. Je terminerai rapidement sur les contraintes qui pèsent sur le bureau d'analyse, avec l'exemple aussi de l'encadrement des frais professionnels, qui est aussi un point qui est tout à fait récurrent. Donc, bien entendu, toujours pour sauvegarder l'indépendance, l'analyste ne doit pas accepter davantage de la part de l'émetteur.
Qu'est-ce qu'on entend par avantage? L'AMF a publié des éléments d'information permettant d'éclairer sur le fait que, par exemple, s'il s'agit simplement de rembourser le ticket de train pour aller à l'Eurostar pour écouter la réunion d'analyse, là, ça ne posait pas de problème. Mais en revanche, les séjours dans des hôtels de luxe, là, ça commençait à être un peu plus problématique. Juste une anecdote pour terminer. On a eu l'occasion, à l'occasion d'une enquête, de voir dans la messagerie d'un émetteur que l'analyste avait été invité à un grand festival international du film et ils avaient échangé en interne sur le fait qu'ils avaient copieusement arrosé l'analyste. Bon, ça peut laisser songeur. Bien, on ne va pas épiloguer sur ce sujet délicat. Alors, nous avons traité les 3 sujets structurants que j'avais annoncés initialement, mais comme souvent, 3 sujets ont caché un petit 4e. C'est celui que nous allons traiter maintenant, qui ne se relève plus de la jurisprudence de la Commission, mais de l'actualité réglementaire, si je puis dire. C'est la directive MIF 2, complétée par une directive déléguée de 2016, qui distingue pour la première fois les commissions liées à la vente de titres financiers et celles liées à la recherche financière, et impose donc soit le paiement direct de la recherche par le PSI, soit la mise à la charge des clients du PSI sous certaines conditions. Alors, quelles conséquences, quels enjeux? Évidemment, c'est un point de vue à la fois juridique qui est intéressant d'entendre, mais après, bien sûr, et pour en terminer tout à fait, le point de vue des analystes financiers. Merci. Merci. Vous m'avez demandé de faire un point réglementaire en 3 minutes, mais je crois que vous l'avez fait pour l'essentiel. Donc, en 2 minutes, pour bien comprendre d'où l'on vient, juste un petit rappel, il y a eu un moment où la recherche était gratuite, puisque les établissements l'avaient développée en interne avec leurs équipes de recherche, et puis ainsi, ils en faisaient bénéficier, et c'était un argument commercial intéressant, leurs clients. Et puis, alors est-ce qu'elle était gratuite? Pas vraiment, mais elle était indolore pour le client final qui payait une commission de courtage, mais dont il ne savait pas très bien ce qu'il y avait dans cette commission. Il y avait les frais de négociation, l'impôt de bourse, la commission de mouvement. Il y avait sans doute la recherche, mais en tout cas, elle n'était pas identifiée comme telle. Alors, il y a eu un vrai progrès en 2007 avec les commissions de facturation. Les commissions de courtage à facturation partagée. Et ces commissions, en effet, pour la première fois, ont distingué dans les frais d'intermédiation, d'une part, donc, la rémunération du service d'exécution des ordres et d'autre part, la rémunération du service d'aide à la décision. Et on voyait bien l'intérêt que cela pouvait avoir, notamment pour organiser le reversement de la part liée au financement de la recherche à un prestataire qui n'était pas nécessairement celui qui avait exécuté les ordres. On avait l'intention aussi de promouvoir les bureaux d'analyse indépendants. Et c'est ainsi que la recherche action était financée. Pour la recherche obligation, la recherche sur dérivés et tout ça, elle restait gratuite parce qu'on ne paye pas de commission aux prestataires qui exécutent les ordres. Ils se rémunèrent par l'écart de cours et donc on ne peut pas la facturer, cette recherche. Donc une recherche sur certains sous-jacents gratuits et la recherche action avec ces commissions de courtage à facturation partagée. Et c'est ça que vient bouleverser complètement la directive déléguée MIF 2, d'une manière qui a pris quand même l'industrie de cours. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'autorité européenne des marchés financiers, dans le cadre de la déclinaison opérationnelle des règles relatives aux conflits d'intérêts, a dit pour la première fois, eh bien, cette recherche qu'un prestataire qui exécute les ordres transmet à la société qui fait de la gestion de portefeuille, cette recherche, c'est un avantage. Or, vous le savez, la directive MIF 2 a durcit le régime des avantages en disant pour les prestataires qui font de la gestion de portefeuille, il n'y a pas d'avantage possible qui puisse être reçu, sauf des avantages non monétaires mineurs. Et donc, la conséquence immédiate, c'est que soit cette recherche, pour le prestataire qui fait de la société de gestion de portefeuille, est un avantage non monétaire mineur, dans ce cas-là, il peut continuer à le recevoir de manière gratuite, soit ça n'est pas un avantage non monétaire mineur. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est interdit, sauf à ce que le prestataire qui fait de la gestion de portefeuille le paye sur ses fonds propres. Alors l'industrie a hurlé et la directive déléguée, finalement, a dit « bon, on va pouvoir quand même le facturer au client, mais on va pouvoir le facturer au client au moyen d'un compte qui est très particulier, un compte de frais de recherche, et un compte de frais de recherche qui est beaucoup plus compliqué à gérer que le compte des commissions à facturation partagée. Et je crois que c'est là l'enjeu pour vous. En effet, Thierry Gémy, est-ce que vous continuez à hurler maintenant?
On est modéré, Président. Non, simplement, on est très préoccupé. Pourquoi? Pas sur le fond de la réforme, mais sur son application. D'abord, de façon pragmatique, en France, on est dans un marché où les investisseurs sont traditionnellement peu utilisateurs de recherche, en plus de ne pas payer la recherche. Ce qui fait que la réforme, on les amène à inverser complètement leur culture. Et malgré la préparation qui a été faite, je ne vous cite pas le nombre d'investisseurs importants qui n'ont pas prévu en 2018 de budget de recherche. Donc qui laissent en déshérence un certain nombre de nos entreprises de recherche qui ne trouvent pas matière à proposer à leurs clients. Donc ce changement de modèle économique, nous pensons également qu'il peut avoir une conséquence in fine, et qui est finalement les conflits d'intérêts. Pourquoi? Parce que nous imaginons que seules les entreprises les plus rémunératrices du point de vue du courtier vont continuer à faire l'objet d'analyse, que les autres vont voir l'analyse diminuer, et que dès lors qu'elles ont leur analyse diminuée, mais qu'elles doivent exister, elles vont être dans la tendance de payer leur propre analyse. Vous en avez le témoignage hier. Vous en avez vu le témoignage hier dans les Échos, avec l'annonce qu'a faite Kepler-Chevreux sur le fait que les émetteurs allaient commencer à payer leur analyse s'ils voulaient être couverts. Donc, à construire une construction intellectuelle et commerciale intéressante, nous arrivons, pour l'instant, à une préoccupation aggravée à la fois sur la production d'analyse, sur les producteurs d'analyse, et par voie de conséquence, sur le financement de l'économie. Nous avons quand même repris raison par rapport au hurlement, et nous nous sommes réunis d'abord pour voir exactement ce qu'il en était, parce qu'en plus, nous sommes dans un marché qui est très peu documenté. Le nombre d'analystes, le nombre d'analyses, le chiffre d'affaires global que ça représente, le transfert que cette situation organisée. Donc nous allons documenter tout cela et nous allons regarder comment cela évolue. Et nous allons également proposer un certain nombre de modifications, parce que dès à présent, il y a des nouveautés qui posent des problèmes à l'ensemble du marché et qu'il nous faut désigner, et par rapport auxquels il va falloir nous positionner. Voilà le sujet qui préoccupe beaucoup les analystes en ce moment, dans un contexte qui n'est pas très bon pour l'analyse, parce que vous avez la multiplication des algorithmes, vous avez donc toute l'analyse quantitative qui est en train de prendre le pas sur l'analyse fondamentale. Nous parlons ici d'une analyse qui commence à être dépassée par des moyens qui ne sont pas humains, qui sont des moyens automatiques de centralisation de l'information par la puissance des data et de traitement par de l'intelligence artificielle. Et donc, et cela, d'un point de vue économique, ça a un coût très faible. Et ça donne l'éventualité d'une recherche d'alpha, donc ce que cherche l'ensemble des gérants, pour pouvoir se concurrencer entre eux, qui paraît aujourd'hui même plus crédible que les recommandations données par l'analyse fondamentale. Donc, pas une alerte, mais c'est une alerte. C'est une alerte que nous devons traiter ensemble et que nous avons commencé à traiter ensemble. Et c'est ça qui compte, c'est que je pense que de façon constructive, on va trouver les solutions qui conviennent. Merci beaucoup. Comme nous vivons sous les injonctions virulentes des organisateurs du colloque, nous sommes malheureusement obligés de nous en tenir là. Nous aurions bien volontiers débordé. Je suis désolé, mais nous n'avons pas donc la possibilité de laisser la salle poser des questions. Je voudrais quand même, pour terminer, remercier très vivement mes voisins de gauche et de droite pour leurs différentes participations qui ont été vraiment très intéressantes et très constructives.
Je voudrais dire aussi un mot de remerciement pour la direction de la communication de l'AMF, qui a été aussi une contributrice importante à ce que je crois être la réussite de ces tables rondes. Merci beaucoup.